Bonjour, je range mon bureau, numéro 92. À quelques jours de la fin de l'année, il faut que j'essaie de combler un petit peu tout le retard dans mes différentes lectures de ces mois, voire de ces longs mois passés. Beaucoup de retard. Je vais commencer par un livre que je n'ai fait qu'effleurer, enfin j'en ai lu que quelques pages. Je l'avais déjà récupéré il y a un petit moment, quand il est sorti aux éditions du Nouvel Attila en 2021. C'est un livre sur Airbnb, en fait, c'est le sous-titre, c'est Chronique Airbnb, faites comme chez vous, de Nafissa Tiago. Et c'est un livre qui n'a pas d'écriture, et moi j'ai trouvé que le projet n'était pas du tout soutenu par cette absence d'écriture. Je pense que le sujet ne m'intéressait pas suffisamment pour que j'aille assez loin dans cette lecture, donc voilà, c'est une occasion manquée, ça arrive. Autre occasion manquée, plus surprenante pour moi, un roman de Witi Ihimaera, un romancier néo-zélandais de la première génération des grands écrivains postcoloniaux. Et ce livre, The Uncle's Story, je l'ai acheté, alors pas par hasard, parce que je connaissais le nom de Witi Ihimaera, je l'ai acheté en Irlande l'année dernière, il y a presque un an, et j'ai essayé de le lire il y a 2-3 mois, et j'ai arrêté, tiens, mais il y a encore le marque-page à la page 58. C'est d'ailleurs un marque-page qui est un morceau de ticket de caisse d'un supermarché en Irlande. Donc ça prouve bien la provenance. Et bon, c'est une histoire qui se dirige vers la question des secrets de famille d'un oncle qui a été de toute évidence un vétéran de la guerre du Vietnam et qui a caché en quelque sorte son homosexualité. Euh, donc il y a un personnage contemporain qui, après la mort de l'oncle, découvre son journal intime et voilà, il découvre en fait effectivement l'homosexualité de son oncle. Donc il y a tout un contexte assez viriliste aussi derrière tout ça. Bon, j'ai pas, enfin, je dis ça parce que je l'ai deviné plus que je ne l'ai vraiment vu, parce que je ne suis pas allé très loin dans le livre. Aussi parce qu'il était assez long et que comme je n'étais pas du tout mordu par l'écriture, là encore, au bout de 60 pages, je me suis dit qu'il ne fallait pas insister. Bon, c'est comme ça, c'est aussi de ça que sont faites les lectures. Il y a des moments où on tombe à côté. Witi Ihimaera, The Uncle's Story. Alors maintenant, il y a des livres dont je vais lire des extraits parce que ça ira plus vite sans réellement les présenter. Euh, ou des livres que j'ai lus récemment, ou des livres que j'ai redécouverts suite à diverses occasions. Je vais essayer de ne pas me mélanger dans tout ça. Parmi les parutions récentes, ça c'est un livre que j'ai lu avec intérêt et plaisir. Je connais son auteur, Nicolas Radugé, qui est docteur en histoire, spécialiste de l'histoire de l'alimentation, et qui a donc écrit ce livre sur l'histoire des vins de l'appellation d'origine contrôlée de Touraine. Ça vient juste de sortir aux éditions La Geste. Les éditions La Geste, j'avoue que je ne sais plus bien ce que c'est comme maison d'édition. C'est une maison d'édition des Deux-Sèvres, voilà, que je ne connaissais pas. Et donc c'est un livre qui est richement illustré. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de documents aussi historiques sur la commercialisation, sur la promotion aussi culturelle, hein, à titre du patrimoine culturel de ces vins et de ces AOC. C'est un livre qui est un véritable livre d'histoire, un grand livre d'historien sur l'âge d'or des vins de Touraine et de leur commercialisation au XIXe siècle, et puis les renouveaux, les difficultés, bien sûr, hein, les créations des AOC, le lien évidemment avec des politiques territoriales. Donc tout ça est très détaillé et très précis. Il y a un encart sur les cépages aussi que j'ai trouvé très intéressant. Alors moi je ne connais pas grand chose en termes de vin, je ne suis pas du tout pas réellement amateur de vin et encore moins œnologue amateur, hein, donc je suis assez ignorant sur ces différentes matières. Et donc j'ai trouvé assez intéressant un certain nombre d'explications. L'explication par exemple sur l'origine du cépage du Co, CO accent circonflexe T, qui est certainement une déformation de Cahors en fait, avec l'accent tourangeau. Donc voilà, il y avait plein de petites histoires comme ça qui étaient intéressantes au milieu. Et puis l'histoire des vins permet aussi de découvrir ou de redécouvrir ou de s'apercevoir avec force d'un certain nombre d'éléments culturels aussi sur l'histoire, on va dire,
des personnes, en fait, notamment des producteurs, bien sûr, mais aussi des paysans, qui sont loin d'être évidentes souvent. Voilà, donc ça, c'était une lecture récente, l'histoire des vins de Tours, l'histoire des vins de l'AOC-Touraine, de Nicolas Raduger, et puis une lecture qui remonte à il y a longtemps, mais c'est un livre que j'ai redécouvert et relu à l'occasion de la rencontre avec Ryoko Sekiguchi à la librairie Les Saisons à Tours. Le premier livre par lequel j'ai connu Ryoko Sekiguchi, Cassiope PK, c'est un livre de 2003 qu'elle m'a dédicacé en japonais. Voilà, ça c'est la dédicace. D'ailleurs, le livre de Nicolas aussi est un Nicolas Raduger, mais également dédicacé. Il y a d'autres livres dédicacés qu'on regardera après. Alors, c'est pas du tout mon habitude de me faire dédicacer les livres. Là, c'est des cadeaux aussi qui m'ont été faits. Alors, Cassiope PK, j'ai découvert Ryoko Sekiguchi il y a donc bientôt 20 ans à travers ce livre-là. Et quand, lors de la rencontre, elle a vu que j'étais venu avec un certain nombre de livres qu'on a discuté un peu après, qu'elle a vu que parmi les livres, il y avait celui-là, elle a absolument voulu faire une photo de moi avec les différents livres que j'avais amenés, parce qu'elle ne rencontre pas souvent des gens qui connaissent Cassiope PK, et c'est un livre qui visiblement est devenu relativement rare. C'est une petite plaquette de poèmes qui est très expérimentale. Voilà un des poèmes de Cassiope PK. Donc évidemment une poésie visuelle mise en espace, mais c'est très beau aussi. Ça n'est pas que sur des aspects visuels. Est-ce que je peux vous en lire un extrait? Tiens, je vais vous lire un extrait de celui-là. C'est une autre double page très visuelle. Il faut le tenir dans l'autre sens. Ici demeure un être qui connaît tout. Puis-je vous toucher? Puis-je vous demander? Au coin du labyrinthe comme un pressentiment. Si on semait des miettes, viendra-t-il? Un bruit calme, bruissant. Pourquoi apparaissons-nous? Ce que nous cherchions, c'est Okapi ou l'énigme, ou bien l'énigme pour chercher l'énigme. Pourquoi cet être se cache-t-il? Nous voudrions bien savoir qui a hâte de trouver Okapi. Okapi serait une énigme plus profonde que n'importe quel mot. Les pas d'Okapi sont silencieux, mais après son passage, il reste une lumière et du sable, scintillants et beaux. Même si nous n'arrivons pas à comprendre ce que c'est que le mot énigme, nous pouvons voir Okapi, nous le croyons. Je vous ai lu un certain nombre des phrases qui composent ce poème, mais bien entendu, c'est un ordre de lecture pas aléatoire, parce que j'avais un petit peu repréparé ça, j'avais relu notamment ce poème parmi d'autres dans le recueil, mais c'est un ordre de lecture possible parmi tant d'autres, puisqu'évidemment, la présentation même déroute, désoriente, modifie nos habitudes de lecture. Et donc c'est par ce livre que Ryoko Sekiguchi a commencé à publier en français en 2003. Et ce sont des textes, elle l'a d'ailleurs confirmé lors de l'entretien, alors que ça n'est jamais vraiment marqué sur les livres. Tous ces premiers livres publiés en France étaient en fait traduits du japonais, et de livres parfois publiés d'ailleurs au Japon. Ryoko Sekiguchi, j'allais le mettre à l'envers, Cassiope PK, c'était aux éditions CIPM, les comptoirs de la nouvelle BS, c'est un éditeur marseillais, je crois. CIPM, je ne sais plus ce que ça veut dire. Je ne sais plus ce que ça veut dire, CIPM, je l'ai su. Oui, en tout cas, c'est marseillais, ça c'est sûr. Ah oui, il y a cette photo extraordinaire de Ryoko Sekiguchi, c'est une photo prise par Liliane Giraudon. J'avoue que j'aurais bien aimé lui poser une question là-dessus, parce que cette photo m'a toujours pas mal intrigué. Le contexte de cette photo et le choix de cette photo. Peu importe, ça sera pour une autre fois ou pas. Tiens, je vais vous lire un peu de poésie aussi de différents recueils que j'ai achetés récemment. Celui-là, qui est une parution récente des éditions Louise Bottu, de Dominique Kellen. Kellen égale enculé, avec un Q pour faire l'anagramme de Kellen. Donc évidemment, un titre qui n'est pas forcément facile de demander ou d'oser demander en librairie, mais bon, c'est pas un problème. Allez-y, allez surprendre votre libraire. Et je vous en lis là encore un extrait. Celui-là, tiens. J'entre dans ma bouche, puis dans mes oreilles. J'entre dans ma bouche en passant par mon nez. Je me divise et pour moitié fais un détour par l'intérieur de mes yeux en arrière pour arriver à ma bouche. Je passe une main puis un bras par l'ouverture de ma bouche ouverte et je descends jusqu'à mon ventre où je cherche une issue. Je fais pivoter ma main à l'intérieur de mon ventre pour atteindre l'arrière de mon ventre dans mon dos. Je fais passer mon autre main par mon nez pour atteindre l'arrière de ma tête et descendre le long de mon dos jusqu'à la main qui y est déjà.
Je fais remonter la première main avec la seconde et je les coince au niveau de ma gorge. Je tords ma bouche et la plie complètement en deux pour créer un appui et empêcher mes mains de retomber de l'autre côté de ma gorge dans le noir. J'introduis indifféremment le lobe de mon oreille droite ou gauche ou les deux dans mon nez. Je bouche le canal qui conduit de ma bouche à mon nez en étalant mon ou mes lobes et en les répartissant devant et derrière mes mains qui s'y trouvent. J'engage mon bras droit dans ma narine gauche, mon bras gauche dans ma narine droite, et quand j'ai fini de pousser, seules les parties en amont des coudes permettent de savoir quel bras est engagé dans quelle narine. Je mets mes yeux dans ma gorge, j'en retire un pour passer ma jambe. Je me retrouve avec le pied d'un côté et le mollet de l'autre. J'introduis la main par le conduit depuis l'intérieur où elle se trouvait pour presser le mollet. Je le travaille et triture de manière à pouvoir faire passer les deux de front. Je me déchausse les dents et les jette une à une dans mon ventre et les plonge dans les matières qui sont là. Je longe des parois humides. J'écarte et enlève des viscères pour renforcer la mollesse de mon ventre. Je les déplace et les mets ailleurs, où ils vont mieux. Et le texte ne s'arrête pas là. Je vous ai lu juste le début de Jantre, qui est un texte qui court sur une petite dizaine de pages supplémentaires. Et ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe en termes d'anatomie. C'est un des textes qui compose ce recueil très récent de Dominique Quélen aux éditions Louise Bottu. Quélen égale enculé. Oups là, un livre plus ancien, pas du tout une parution récente, mais c'est un achat récent d'occasion au Bibliovore, un recueil de Jean-Pierre Siméon, Le Bois de Hêtre, aux éditions Chêne Éditeur, et ça date de 1998. Je vais vous lire le premier poème de la 3e section. Ce sera un soir tout pareil au matin, dans l'équivoque bleu des ombres. Nous continuerons d'être pauvres et notre amour sera dans les labours comme une pierre, où le temps se brise. Il y aura un ciel tout pareil, à ces yeux qui se levaient hier sur la boue et les songes, et cette joie en miettes qui ne nourrit pas l'homme. Ce seront les mêmes couleurs qui s'attardent, et le vieillissement des mains, et la part du secret qui donne et qui reprend à la parole son vertige. Tout ce qui tremblera comme au pli d'une bouche, le chant et l'alerte, sera encore bon pour la mémoire. Notre avenir sera la maison vide qui attend au bord des falaises les enfants de juillet. C'est donc un des poèmes de ce recueil de 1998 de Jean-Pierre Siméon, que je connaissais de nom, mais dont je n'avais, je crois, jamais lu vraiment enfin, je n'avais pas lu le recueil de lui, ça c'est sûr, mais j'avais, à mon avis, pas lu de poème de lui non plus. J'ai ma pile qui glisse un peu, donc je vais continuer à l'entreposer ailleurs. Alors, je fais quoi après? Allez, on va continuer avec ça. Ça, c'est un recueil. Alors, normalement, c'est censé être un recueil d'un poète allemand. C'est un recueil d'un poète allemand, je crois, hein. Zoltán Schick. J'ai fait aucune recherche dessus, acheté d'occasion complètement par hasard au Bibliovore à Tours. C'est un recueil de 2021, publié chez un éditeur allemand, Tradition. Et ce sont des mantras. Et ce sont des mantras divisés en 3 parties. C'est un recueil très mince. Et ce sont des mantras qui sont écrits dans des langues inventées ou dans des croisements de langues. Il y a des mots qu'on reconnaît de plein de langues différentes, italien, allemand, français, mais pas seulement. Des noms de lieux aussi, beaucoup. Ce sont donc des mantras divisés en 3 parties, Sa'at, Spur et Gestirn. Et en fait, à chaque fois, chacun de ces mantras a un titre. Et les titres de la première partie, ce sont des plantes, ce sont des noms de plantes. La deuxième partie, ce sont des marques de voitures. Et la dernière partie, ce sont des constellations. J'ai appris à cette occasion, par la 4e de couverture, le mot allemand pour constellation qui est Himmelskörper. Enfin, je n'ai pas vérifié que c'est ça que ça voulait dire, mais visiblement, c'est des constellations. Donc, Himmelskörper, littéralement des corps célestes. Mais je ne crois pas que corps céleste serve à désigner les constellations en français. Là, c'est vraiment des constellations, des galaxies, Cassiopée, Céphée, Draco, le dragon, je pense, Léo, le lion. Donc il y a aussi les signes du zodiaque, bien sûr, là-dedans. Et donc,
ces mantras sont composés de mots qui ont l'air complètement aléatoires ou inventés. Par exemple, le poème qui s'appelle Bentley dans la série des voitures, vous voyez, Mulsanne, Corniche, Arnage, Camargue. Ford, ça donne K, Kuga, Comet, Cortina, Mondeo, Zéphyr, Anglia, Granada, Cougar. Et si on regarde du côté des constellations, par exemple, ou des corps célestes, puisque corps céleste il semble y avoir, qu'est-ce que je peux vous lire ? Je vais essayer de le lire en faisant vaguement un accent allemand, parce que je suppose que c'est censé être lu par des germanophones ou des germanistes. Léo, Altaf Algiba, Regulus Formosa, Sagarmata Rasalas, Certan Denebola Dingolai, Shama Subra Adafera, Al-Minliar Al-Assad. Je pense que là, il y a des mots arabes, il y a des mots indiens aussi. Bon, c'était très bizarre ce livre. Je ne sais pas trop quoi en penser. Tzoltanchik, 48 mantras. Et on continue avec des livres dont je sais que penser parce que je connais le poète depuis un certain temps. Un classique décadent, pseudo-décadent de la fin du 19e et je l'ai découvert aussi du début du 20e. Georges Fourest, auteur, on le connaît généralement par le sonnet qui est une parodie du Cid, qui est Les jolis garçons, l'assassin de papa, qu'on retrouve dans ce recueil, La négresse blonde, qui date de la fin du 19e, je ne saurais pas trop dire quand. Alors j'ai découvert que Georges Fourest était Limougeot. Non, c'est 1909 en fait, La négresse blonde. Donc c'est vraiment quelqu'un de fin 19e, début 20e. Donc dans la collection des Cahiers rouges chez Grasset, il y a, là, ça m'a été offert, ce sont des cadeaux, il y a donc le recueil La négresse blonde et le Géranium ovipare, qui est un autre de ces recueils de jeunesse. C'est des poèmes un peu farfelus, des poèmes de circonstances. Je trouve que ça n'a pas très très bien vieilli en fait. Je connaissais superficiellement parce que je me suis beaucoup intéressé à l'époque symboliste et décadentiste à la fin du 19e quand j'étais jeune. Donc c'était l'occasion d'approfondir un peu. Donc ce recueil-là, cette reprise de ces deux recueils dans la collection des Cahiers rouges chez Grasset. Et puis il y a un éditeur qui s'appelle Yannick Bobati qui aux éditions du Léraud s'efforce de faire paraître la totalité des livres, des textes de Georges Fourest, soit épuisés, soit inédits. Et donc c'est voilà. Donc là, ça m'a été offert pour mon anniversaire, avec des dédicaces par l'éditeur, pas par Georges Fourest, bien sûr. Donc il y a ce livre-là, les 22 épigrammes plaisantes, imitées de Martial, chevalier romain. Donc dans cette série Je range mon bureau, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de différentes traductions de Martial, des épigrammes, notamment des épigrammes érotiques ou pornographiques de Martial. J'en ai un certain nombre maintenant de traductions, donc celle-ci va s'ajouter à la liste. Alors il y en a très peu. Alors ce qui est très étonnant dans ce livre-là, c'est que les 22 épigrammes, évidemment, prennent 20 pages, mais qu'il y a une très longue introduction historique, très détaillée, très fouillée sur les raisons pour lesquelles Fourest a traduit Martial, quel était son rapport à la culture hellénistique et latine. Et donc c'est très précieux, c'est une introduction de Yannick Bobati, l'éditeur, qui est donc éditeur et éditeur, chef de projet en quelque sorte. Et donc bon, voilà. Donc ensuite, les traductions de Martial, eh bien c'est du Martial. Papillus, si longue est ta pine, Papillus, si long est ton nez. J'ai perdu la page. On va recommencer. C'est un quatrain. Papillus, si longue est ta pine, Papillus, si long est ton nez, que ton nez peut flairer ta pine, et ta pine curer ton nez. Et celui-là, je sais, je ne suis pas allé le rechercher, mais je sais qu'il a été traduit aussi par Christian Prigent dans une des 3 ou 4 traductions que j'ai de Martial. Un autre livre de Georges Fourest, édité par Yannick Bobati aux éditions du Léraud, avec là encore une introduction plus courte, plus de contextualisation, c'est la chanson Fallotte. Alors j'avoue que n'étant pas spécialiste de Fourest, j'ai pas trop retenu à quel endroit ça se situe dans la chronologie, mais j'ai parcouru le recueil. C'est pas des recueils qui se lisent du début à la fin, mais ça se parcourt. C'est un peu des livres comme ça qui accompagnent un moment par-ci par-là.
c'était des vers de circonstance, c'était des vers un peu loufoques, hein, qui sont presque contemporains, donc qui sont quand même postérieurs à la mode du nonsense en Angleterre, mais qui ont un côté un petit peu plus situé quand même. C'est-à-dire que ça correspond vraiment à des occasions sociales, des moments particuliers aussi de l'histoire de France, même s'ils ne s'intéressent pas en apparence aux grands événements et qu'ils se situent toujours dans les marges, hein, faut reste. Mais il y a ce côté-là. Je crois me rappeler que ce recueil, justement, alors c'est très... il y a beaucoup d'annotations, hein, comme vous le voyez, là vous avez... ça vous donne une idée un peu aussi du travail très très fouillé fait par Yannick Bobati. Là vous voyez, vous avez assez peu de vers, puis il y a vraiment des notes extrêmement serrées, extrêmement détaillées. Donc c'est un travail d'érudition très abouti. Je vais vous lire un extrait, le début, des 40 vers bien comptés pour mademoiselle Eulalie Trouloyau, jeune fille comme il faut. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce poème, c'est parce que c'est de la terza rima, mais c'est de la terza rima dans laquelle il utilise, sur les 4 premiers tercets, un passage de la rime en 1 à la rime en 1. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça fait partie, évidemment, de mes petites fixettes. On a les fixettes qu'on peut... la question de la variation phonique entre 1 et 1. Venez par ce beau soir, ô pure jeune fille, sur la colline en fleurs, odorant de jasmin, contempler le delta du Bouvier qui scintille. Je vous montrerai, si vous consentez, demain, un sentier rocailleux à l'heure où l'on se couche. Charmante est la saison, frais sera le chemin. Je ne tenterai point de baiser votre bouche, de crainte d'être pris pour un amant commun. Et je veux qu'en marchant, rien de moi ne vous touche. Quant au rire badin, vous n'en verrez aucun, sur ma lèvre toujours impassiblement fière, car je tiens, voyez-vous, à passer pour quelqu'un de très bien. Ne baissez pas la blanche paupière sur le gris inquiet de vos yeux timorés. Moi, je ne suis pas plus ému qu'une rapière dans un fourreau rouillé. Je parlerai des prés, des boutons d'or aussi, du serin, de la lune, des pissenlits peut-être et des frelons nacrés. On irait de ce pas vierges à Pampelune. Je ne vous dirai rien qui ne soit très banal. Vous ne trouverez pas que je vous importune d'une idée au hasard, allumant son fanal, dans un recoin perdu de ma jeune cervelle, mais mon cœur prise fort un parler virginal, et va d'un mouvement bête de manivelle. Je n'aime pas le nu, je hais plus que la mort une fille qui louche et qui se déchevèle. Voilà, il reste quelques tercets que je vous laisserai découvrir. La chanson Fallotte de Georges Fourest, et donc ça fait partie des livres republiés et édités extrêmement précisément, avec beaucoup d'attention, sur de très beaux papiers, des beaux livres, aux éditions du Léraud, en Charente, par Yannick Bobati. Et puisqu'on parlait d'érudition, tiens, mais je peux aussi parler de ce livre-là, là encore cadeau d'anniversaire qui m'a été fait par ma mère, Pyrénées, cimes et cygnes, par Claude Dendalech aux éditions Artéaz. Et alors Claude Dendalech, c'est quelqu'un qui a décidé de consacrer un livre. Alors là, on n'est même plus dans de l'érudition de niche, on est vraiment dans de la micro-érudition. Il consacre la totalité d'un livre aux ex-libris. Et aux ex-libris, vous voyez, vous en avez un ici, l'ex-libris du Rucksack Club, aux ex-libris des pyrénéistes, c'est-à-dire des gens qui faisaient des randonnées dans les Pyrénées au tournant du XXe siècle et jusqu'à la fin du XXe siècle. Et donc c'est le sujet du livre, avec beaucoup de reproductions, fort heureusement, parce que sinon ça serait un petit peu austère, on ne comprendrait pas très bien. Alors on ne comprend pas très bien comment il travaille, comment il a recueilli la totalité de ses ex-libris. On a l'impression qu'il est allé, il a sollicité un très grand nombre de particuliers pour aller voir leur bibliothèque ou pour aller voir la bibliothèque de leurs ascendants, de leurs grands-parents, grands-pères, etc. Mais voilà, il a essayé de faire un recensement complet. Donc c'est vraiment de l'érudition. La liste des possesseurs d'ex-libris. Enfin, c'est quand même très très étrange comme livre.
Ça se lit vite parce finalement il y a beaucoup de reproductions, il n'y a pas beaucoup de textes. Ça dessine comme ça en creux une espèce d'intelligentsia un peu farfelue, locale, de personnes qui soit vivaient vraiment dans le Piémont des Pyrénéens, soit un petit peu plus loin, mais qui pas du tout dans la région des Pyrénées, mais qui s'y rendaient régulièrement en excursion. Et puis bon, ce qui est très étonnant, alors bon, il y a des choses très curieuses quand même dans les titres, hein, si on regarde le fait que c'est un livre qui vient de sortir, hein, ça vient de paraître aux éditions Artéaz. On a un chapitre qui s'appelle Ex Libris féminin, qui est un peu curieux comme formulation, et dans lequel on a notamment une figure quand même qui moi m'intrigue beaucoup. Alors on a la comtesse de Montebello, mais on a surtout Vera Molesworth Muspratt, qui j'avoue m'intrigue beaucoup, puisque c'est une entomologiste devenue conservatrice au musée d'histoire naturelle de Bayonne, puis enterrée au carré des Pyrénéistes à Gavarnie, près de l'église, qui, donc là, on a évidemment un certain nombre de ces ex-libris. Hein. Là, on a cet ex-libris extrêmement sobre, dans un style très début 20e aussi. Hein. Et voilà, donc il y a des figures comme ça, locale, très curieuse. Et alors, je ne résiste pas au plaisir de vous citer un passage, mais qui est la quintessence de la boomeritude, pour moi, au début d'un chapitre qui s'appelle Glanure sur l'Internet. J'avoue que déjà, c'est pour que vous voyez que j'invente rien. Glanure sur l'Internet et au musée pyrénéen de Lourdes. Donc, c'est pas très bien pourquoi il a fait un chapitre sur ça. Bon, il va se dire que c'est pas du tout un historien professionnel et que ça part dans tous les sens et que c'est un peu fait n'importe comment. Et je vous lis le début, parce que je vous dis, c'est un peu la quintessence de la boomeritude. Je lis ça. Consulter tous les livres pyrénéens imprimés est illusoire et impossible. Aussi peut-il être utile pour le chercheur d'utiliser l'Internet pour repérer à un moment donné les spécimens contenant un ex-libris. On se limitera à répertorier ici les plus signifiants. Donc le type, en 2021, il en est à essayer de se justifier d'utiliser le web ou d'utiliser Internet. Lui, il dit l'Internet, il ne va pas jusqu'à dire les Internets, parce que bon, quand même, il ne faudrait pas exagérer, c'est uniquement parodique, ça, que je crois quand même comme tournure. Il en est presque à se justifier d'utiliser le web comme outil de recherche. Il a peur de passer pour quelqu'un de pas sérieux. Non, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on va éventuellement trouver que la méthodologie laisse à désirer, mais c'est pas du tout parce qu'il utilise le web. En revanche, il ne cite jamais les sites web. Donc ça c'est un vrai problème de méthodologie. Donc glanure sur l'Internet. Grosso modo, voilà, il fait un peu comme les collégiens, je l'ai trouvé sur Internet. Quoi, voilà. On n'en saura pas plus. Bon, voilà, donc je trouvais ça assez amusant. Voilà, les Pyrénées, cimes et signes de Claude Dindalech. Donc ça, c'était une curiosité au rayon, oui, des curiosités. Alors, est-ce que j'ai le temps de vous parler de 2-3 livres supplémentaires ? Allez, je vais vous lire un extrait. Non, celui-là, je le garde pour la prochaine fois. Je vais vous lire quand même un extrait pour finir sur un texte littéraire un petit peu plus fort quand même. Un des premiers livres d'Émilie Prophète, qui vient d'être d'Émilie Prophète, j'ai dit Émilie, j'ai mâché mes mots, mais j'ai bouffé les mots, mais Émilie Prophète, le Testament des solitudes, qui vient de reparaître aux éditions Mémoire d'Encrier, maintenant que Émilie Prophète est un peu plus connue. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille vraiment Les Villages de Dieu, son dernier livre paru chez Mémoire d'Encrier, dont j'ai parlé il y a un an ou deux, il y a un an, je dirais, et quelques, dans ces Je range mon bureau. Et là, c'est un de ses premiers livres. Bon, tiens, la 4e de couverture va me dispenser de vous en dire davantage. Vous avez même eu le temps de la lire sans que j'ai besoin de la lire à haute voix. Et je vais vous lire un extrait. Voilà. J'ai corné pas mal de pages, mais bon. Allez. Mon corps remuait comme la terre de ce cimetière floridien, un tremblement étranger, comme un regret. Le ciel pleurait à ma place, mouillant le tarmac. Les avions, de temps à autre, s'envolaient, le ventre gonflé de rêves et d'inquiétudes, avec de futurs héros martyrs, comme l'Amérique et le monde les aimaient. J'aurais pu pleurer comme le ciel, n'était ma bonne foi de porteuse de mauvaises nouvelles. Je continuais à tout brouiller dans ma tête, je n'étais personne de précis. J'avais une tête du Sud, mélangée à un quartier pauvre, et à une province bleue, enfouie dans une géographie douteuse, comme une écriture qui s'efface, qu'il faut deviner.
Je n'avais ni faim ni soif depuis une semaine. J'étais héritière, universelle, de l'odeur du café. Je l'ai comme souvenir, comme présent. Une odeur comme identité, une odeur comme une route pour revenir. Tout était décor dans ce pays, surtout décor qui n'était pas le mien. Décor campé dans un vide immense, d'où l'on n'entend que la voix des fenêtres ouvertes sur des quarts de ciel, des chemises masquées protectrices de froid, de peur, de vanité. Je n'ai attrapé dans ce voyage que des dernières fois. Dernier bus, dernière robe, dernière larme, visage de dernière fois. Ça, c'est donc le Testament des solitudes, page 67. Est-ce que je peux vous lire un autre extrait ? Page 96. Je voudrais une chanson du pays, une toute simple. La chanson qui appartient à tout le monde pour chanter dans cet aéroport. Une chanson qui étonnerait ces voyageurs et les ferait peut-être sourire. Comme on sourit en général de la folie. Chez moi, la folie fait rire. La folie amuse. Les compatriotes élisent des fous aux élections. Des fous qui amusent, détruisent et s'amusent dans des jeux d'adultes absolument irrésistibles. Chaque quartier a son fou. Quand il n'y en a pas, les gens en créent. Des fous qui cassent les nombreuses enseignes de cette ville. Des enseignes peintes, des lumineuses qui s'allument rarement. Les enseignes précèdent les magasins, les écoles, les églises, les banques de Borlette, et elles leur survivent. Le faire voir est important. Donc, deuxième extrait, page 96 du Testament des solitudes d'Émilie Prophète. Et cet extrait me permet de faire un petit lien, juste avant de vous dire au revoir, avec la vidéo précédente. Je range mon bureau 91, il y a un mois à peu près, je ne sais plus très bien, dans laquelle je vous avais parlé d'un livre de Monique Séverin, un livre dont j'avais dit, je pense que c'était plus un discours sur la Réunion, et sur la Réunion postcoloniale, sur l'île de la Réunion, qu'un récit. C'est un récit, mais qui finalement est sans arrêt en train de refuser la narration. Et là, on a un élément un peu similaire, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de trame narrative réellement, il n'y a pas réellement d'intrigue, mais il y a une sorte d'orchestration de récits qui sont en fait d'orchestration d'événements plus exactement, qui sont des prétextes extrêmement minces à des discours sur notamment l'exil, des discours sur l'émigration, qui dessinent aussi, là, non pas un portrait de la Réunion, mais d'Haïti, ici pour Émilie Prophète. Voilà. On est le 28 décembre et je vous souhaite une bonne fin d'année. On se retrouve l'année prochaine.